Mythes et complots avec Christian Page. Bon, Christian, on va continuer cette affaire Bentwater Woodbridge. On est rendu dans la forêt. Oui, donc on se replace dans le contexte. La veille, les militaires ont observé un objet posé au sol. Informé, le lieutenant-colonel Charles Halt, qui dirige la base de Bentwater Woodbridge, décide d'accompagner donc le lendemain ses hommes pour voir s'il y a des traces au sol. Alors imaginons-nous, nous sommes le soir, nous sommes le 28 décembre 1980, dans l'obscurité, alors qu'avec le groupe électrogène, on regarde au sol ces empreintes. Halt témoigne sur son magnétophone et soudain ils observent entre les arbres une sorte de sphère, on dirait une sorte de ballon rouge qui se déplace en évitant chacun des troncs d'arbres. Et cet objet se rapproche du groupe militaire qui se trouve sur place et Halt a la rapidité d'esprit de commenter ce qu'il observe sur son magnétophone. On va entendre 1 minute 15 secondes à peu près, mais il y en a pour 18 minutes. Oui, OK, on l'écoute. About 4 feet off the ground, about 110 degrees, getting a reading of about 4 clicks. Yes, sir. Yeah, but it's dying. No, it's not. I think it's something other than the ground. I think it's something variable here. A tree right on. We just found the first night bird we've seen. We're about 150 or 200 yards from the site. Everything else is just deathly calm. There is no doubt about it. There's some type of strange flashing red light ahead. It's yellow. I saw a yellow tinge in it, too. Weird. It appears to be maybe moving a little bit this way. Yes, it's brighter than it has been. Yellow. It's coming this way. It is definitely coming this way. Pieces of it are shooting off. There is no doubt about it. This is weird. To the left. Yeah, definitely moving off. Two lights. One light to the front, one light to the left. Keep the flashlights off. There's something very, very strange. Get the headset on, see if it gets any stronger. Okay. Give us your rundown. Notation that this is on a beta reading, too. It's on a beta reading? Beta still has been removed. Okay. Pieces are falling off it again. But it just moved to the right. Yeah. Off to the right. Strange. What are you doing left? Alors, ils disent que ça bouge, que ça s'approche. Se dirige vers eux. Et évidemment, ce qui est important ici de se rappeler, c'est qu'on n'est pas en présence d'un groupe d'étudiants là, qui sont dans une forêt à s'amuser, à se raconter des peurs. On ne sait pas le Blair Witch Project. Non. On est ici en présence de militaires aguerris, dont un lieutenant-colonel de l'armée américaine. Ils observent donc ce phénomène. Ils vont le commenter. Le 13 janvier 1981, Halt va envoyer un mémorandum au ministère de la Défense américaine racontant l'incident en détail. Ce que l'on ne savait pas, et que ce ne sont que la publication récente des documents britanniques, c'est que cette information-là, on ne croyait pas qu'elle avait remonté jusqu'au ministère de la Défense anglaise. On sait que, puisque l'incident s'est passé sur des bases militaires américaines, on savait que les autorités, le Pentagone avait été informé. Mais on découvre avec cette mise en rendant public ces informations, on découvre à travers ces documents-là que durant toute la période des années 80, cet incident de la base Bentwater Woodbridge, même s'il s'agissait d'une base américaine, est revenu hanter les gens du ministère de la Défense britannique, lesquels ont ouvert un nombre d'enquêtes incroyables sur cette histoire-là, sans jamais trouver d'explication à ce qui s'était produit. Mais le colonel Halt, est-ce qu'il a déjà parlé? Oui, le colonel Halt a donné quelques entrevues pour raconter ce qui s'était passé cette nuit-là, et il tient mordicus à sa version des faits. Il raconte que cette sphère de lumière, là on a entendu 1 minute 15 secondes à peu près, comme je l'ai mentionné, le ruban dure à peu près 18 minutes. La sphère de lumière dont Halt observait, à un moment donné, en s'approchant d'eux, a littéralement explosé, formant des petites particules lumineuses dans l'air. Et ensuite, au moment où ils ont observé ça, ils ont levé la tête et ils ont observé 3 objets lumineux dans le ciel, assez haut dans le ciel d'ailleurs, qui ont fait des sortes d'arabesques dans le ciel avant de s'éloigner. Donc, Halt a colligé toute cette information-là, a mis ça sur papier et éventuellement a envoyé un rapport au ministère de la Défense américaine. Et on voit qu'il y a eu écho du côté des Britanniques. Qu'est-ce que tu en penses? J'avoue que ce genre d'informations m'étonne beaucoup, me surprennent. Ce sont des dossiers qui surprennent toujours beaucoup. Un autre dossier qui est très intéressant dans les rapports rendus publics par le ministère de la Défense britannique, il s'agit de l'observation le 6 janvier 1995 par l'équipe d'un Boeing 737 de la British Airways. Ça, c'est assez surprenant. L'appareil s'approche de l'aéroport de Manchester et au moment où l'appareil se prépare à se poser, les pilotes se font dépasser par un objet triangulaire métallique. En fait, moi, j'ai parlé avec le pilote à l'époque et il me disait que l'objet était passé si près du cockpit qu'il avait entré sa tête dans ses épaules, étant convaincu que l'objet allait percuter l'avion. Ce que l'on sait, c'est que l'appareil finalement s'est posé sur la piste sans encombre et il existe une procédure lorsque 2 appareils
passent proche de se percuter en vol, il y a une procédure qu'on appelle un air miss, une quasi-collision. À l'époque, cet incident du 6 janvier 95 avait fait l'objet d'une enquête par la Civil Aviation Authority, qui est un peu l'équivalent de le service, le bureau de la sécurité dans les transports ou le NTSB aux États-Unis. Et quand on sait avec quel acharnement ces gens-là vont s'attaquer à des dossiers, on le sait, lorsqu'il y a un crash d'avion, ces gens-là vont reconstituer dans un hangar l'appareil au complet avec des débris parfois à peine plus gros qu'un paquet de cigarettes, par exemple, pour trouver le petit bout de fil carbonisé qui va permettre d'expliquer la situation. Dans le cas de cet incident de 95, j'avais obtenu le rapport de l'aviation civile britannique, laquelle n'avait trouvé aucune explication à l'incident. Ce que l'on ne savait pas, c'est que cet incident-là avait également été rapporté au ministère de la Défense britannique, lequel a enquêté sur cet incident-là sans trouver d'explication non plus. Et là, ce que l'on voit dans ces dossiers-là, c'est que 90% des observations, la statistique reste la même. 90% des observations d'OVNI s'expliquent par des phénomènes rationnels. Mais 10% d'entre elles demeurent non identifiées. Et dans certains cas, je le dis bien, on est en présence de dossiers solidement étoffés avec des informations percutantes, qualitatives, qui ne permettent pas de trouver d'explication rationnelle à ce qui a été observé. Mais ça reste difficile à croire. Ah, c'est sûr que ça reste difficile à croire. Ça reste des dossiers où tu dis... Ce qui est intéressant aussi, Benoît, là-dedans, il y a une sorte de leçon à tirer là-dedans. La question est, les gens me posent souvent, est-ce que le gouvernement ou les gouvernements nous disent tout sur la question des ovnis? La réponse est non. La preuve, c'est qu'il a fallu attendre des années avant que le gouvernement britannique, par exemple, rende public ces informations. Et c'est vrai également pour le gouvernement français ou le gouvernement canadien. Donc, s'il a fallu attendre tant d'années pour avoir accès à ces informations, nul doute qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, quelque part, dans les officines de quelques gouvernements, des militaires en sont à rédiger des rapports qui ne seront connus que dans 10, 20 ou 30 ans. Mais en même temps, Christian, quand tu vois que là, il y a des rapports sur les ovnis en Chine, quand ils vont en avoir en Afrique, quand ils vont en avoir dans le reste du monde, on pourra reprendre le dossier et puis en parler plus sérieusement. Mais quand 95% du temps, c'est en Amérique du Nord... Mais tu sais qu'en Afrique... Parce que Hollywood est pas loin. En fait, il y a souvent c'est la courroie de transmission. C'est-à-dire qu'en Afrique, il y a des observations d'OVNI. Il existe d'ailleurs de très intéressants rapports d'observations d'OVNI qui touchent l'Afrique du Sud. Mais le problème est la courroie de transmission. C'est-à-dire que dans les grands pays industrialisés, les États-Unis, la France, le Canada, il y a des organismes qui s'intéressent à la question des OVNI, qui colligent l'information. Il y en a moins au Burundi. Ben, il devrait peut-être en avoir. As-tu vu District 9? Oui, absolument. Ça fait peur aussi. Ouais. Écoute, on va se laisser, on va repasser l'enregistrement que tu as apporté de l'affaire Bentwater Woodbridge. Ouais. On va se laisser là-dessus parce que c'est vraiment le fun d'entendre. Quelqu'un qui a peur, c'est toujours le fun. Merci Christian Page. Ça fait plaisir. Merci à Maryse, à François puis à Fred. Fred, tu l'as-tu le ruban ou tu l'as pas? Faut que je chante? Faut que je danse? Tu l'as pas, hein? Bon. On l'a-tu? On l'a. On se laisse là-dessus. On se reparle demain dès midi. On l'a-tu? L'a pas. Mets de la musique d'abord, Fred. OK, à demain. I think it's something other than the ground. I think it's something variable here. Tree right over. We just found the first night bird we've seen. We're about 150 or 200 yards from the site. Everything else is just deathly calm. There is no doubt about it. There's some type of strange flashing red light ahead. It's yellow.